suis Anne de Bréjas, je suis une des porte-paroles de la Fédération syndicale Sud Énergie et je travaille au centre de recherche d'EDF comme ingénieure de recherche sur les questions de prospective énergétique. Est-ce que la concurrence favorise l'innovation, du moins dans le secteur de l'électricité ? Ça, c'est un argument qui est parfois mis en avant, et or, c'est pas du tout confirmé par les faits, bien au contraire. Il faut voir que d'abord, la concurrence est en place essentiellement dans ce qu'on appelle la fourniture d'électricité, c'est-à-dire que les fournisseurs achètent de l'électricité pour la revendre, sans produire ni s'occuper des réseaux. Et donc si innovation il y a, c'est uniquement sur cette partie élaboration, packaging d'offres commerciales. Or, quand on demande aux clients ce qu'ils veulent, ils veulent avant tout une électricité pas chère, si possible avec une visibilité à long terme sur les prix, donc des prix qui ne varient pas, donc ça c'est pas tellement favorisé par la concurrence. Et puis, si possible aussi un seul interlocuteur, là non plus c'est pas favorisé par la concurrence, et pour certains, ils recherchent une électricité verte. Et donc quand on regarde sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, ils proposent un comparateur d'offres, et là les critères sont effectivement très limités, c'est 1, les prix, hors promotion ou avec promotion, et 2, le pourcentage d'énergie verte. Donc revenons sur cette question de pourcentage d'énergie verte. On voit apparaître des fournisseurs qui produiraient de l'électricité 100% verte, par exemple Engie, ou par exemple Leclerc qui ne produit rien, et EDF, à contrario, lui aurait une électricité 0% verte. Pourtant, tout le monde consomme exactement la même énergie, celle qui transite sur le réseau. Et ce n'est pas parce qu'on achète à Leclerc ou à Engie qu'on va favoriser davantage la production d'électricité verte. Ce qui favorise la production d'électricité verte, c'est des subventions à l'achat, donc c'est un mécanisme public de financement. Et de toute façon, toute l'électricité verte qui est produite, elle est sûre d'être vendue. Donc là, sur cette électricité verte, c'est de l'arnaque en fait, c'est de l'arnaque. Alors on peut aussi voir ce que dit l'Union européenne, ou plutôt ce que disent les fournisseurs alternatifs quand il y a eu une décision de 2012 de l'Union européenne qui expliquait qu'il fallait supprimer les tarifs réglementés parce que c'était de la concurrence déloyale envers les autres. Les fournisseurs disaient, on peut le montrer, ces tarifs réglementés d'abord ils sont trop bas, donc ils nous empêchent d'apparaître, et puis ils brident notre créativité parce que finalement les clients à tarif égal, ils préfèrent aller voir EDF qu'aller voir les fournisseurs. Donc en fait, ce qui compte avant tout, c'est les prix et finalement rien d'autre. Alors après, il y a aussi une petite concurrence sur la partie production, c'est-à-dire qu'en fait, les concurrents ont acheté, voire se sont vus donner des moyens de production qui existaient. C'est le cas dans l'hydraulique avec Engie qui a récupéré des barrages à l'euro symbolique, les barrages de la Compagnie nationale du Rhône. Et c'est le cas dans le thermique où certains acteurs ont récupéré des centrales thermiques existantes, donc principalement à gaz. Donc rien de très innovant là-dedans. Alors maintenant, il y a depuis récemment un appel d'offres sur des nouvelles centrales à gaz, mais c'est des technologies qui sont rodées où il n'y a pas vraiment d'innovation. Donc les concurrents sont également rentrés sur le domaine de l'éolien et du solaire, mais là-dessus, ils ont récupéré des technologies qui existaient, qui avaient été développées pour l'essentiel par la recherche publique, et puis améliorées plutôt par de la recherche-développement, mais en tout cas, ce n'est pas eux du tout qui ont permis un saut technologique quelconque. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le terme innovation ? Est-ce que vous pourriez l'expliciter et surtout nous parler de la différence avec la recherche ? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on parlait beaucoup de recherche ou de recherche-développement, et maintenant on a l'impression que tout ça est oublié au profit de l'innovation. Or, pour arriver à des ruptures technologiques ou à des évolutions, il faut toute la chaîne. Il faut améliorer les connaissances sur les éléments essentiels, et ça c'est la recherche amont qui le fait, qui va par exemple essayer de faire des recherches pour mieux connaître les matériaux, pour tout ce qui est isolation, pour mieux connaître les mécanismes physiques qui font qu'on va pouvoir produire soit avec du nucléaire, soit avec du solaire, soit avec de l'éolien. Ensuite, cette recherche amont est appliquée par ce qu'on appelle la R&D, recherche et développement, où là on essaye d'améliorer un peu les procédés pour arriver jusqu'au produit final. Donc c'est ce que faisait EDF et ce que fait EDF aujourd'hui. Alors par exemple, on va rechercher à améliorer les rendements des pales des éoliennes, où on va essayer de trouver des matériels qui ont des meilleures qualités dans le solaire, pour avoir moins d'impact sur l'environnement par exemple, ou pour être plus efficace.
On va faire des travaux sur l'isolation pour trouver les meilleures façons de faire. On va aussi faire des travaux, pas forcément techniques, mais aussi d'ordre sociologique. Enfin, tout un ensemble qui conduisent à améliorer les choses. Et en bout de chaîne, on a l'innovation qui est un petit peu la petite trouvaille qui va permettre de rentabiliser une idée, qui n'est pas toujours dans l'intérêt public, hein, mais qui en tout cas est lucratif. Donc certaines innovations sont bonnes, d'autres le sont moins, mais dans tous les cas, ça n'est qu'un bout de la chaîne. Il faut arrêter de se concentrer là-dessus. Et si on regarde les deux briques précédentes que sont la recherche amont, la recherche fondamentale et la recherche, la R&D, celles-là, elles ont été très attaquées par la mise en concurrence et les marchés. Donc si on prend la recherche publique, tous les organismes publics de recherche, à commencer par le CNRS, voient leur budget diminuer d'année en année. Il y a de moins en moins d'effectifs, les effectifs ne sont pas remplacés, les personnes sont de plus en plus précaires, donc c'est plus difficile d'organiser une recherche. Et puis leur budget est soumis, comme dans d'autres secteurs, à des appels d'offres, c'est-à-dire qu'avant le financement était récurrent et c'était les chercheurs eux-mêmes qui décidaient de couvrir tel et tel domaine de manière à ce que tout le champ de recherche soit couvert. Aujourd'hui, c'est par appel d'offres, donc par à-coup. Et comme c'est impossible de juger de la multitude de projets, il y a un côté très aléatoire des choses, c'est une perte de temps pour tout le monde, et à l'arrivée, tous les champs ne sont pas couverts, et on donne la priorité à ce qui est à la mode. Pour donner un exemple, là, récemment, il y a un gros projet de recherche européenne qui a été attribué à un projet sur comment doubler le nombre de médailles aux prochains Jeux Olympiques de 2024. Donc on peut penser que c'est la priorité à l'heure du réchauffement climatique et de la crise climatique. Moi, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment de priorité. Et alors, après, il y a l'autre volet, là, ce qu'on dit la recherche-développement. Celle-là, dans le domaine de l'électricité, historiquement, c'était concentré autour d'EDF. Donc EDF avait des grandes équipes de recherche. On était 2700 au moment de l'ouverture des marchés, avec des laboratoires aussi expérimentaux de taille importante, de nombreuses thèses aussi, on encadre encore 150 thèses, on mène des partenariats avec l'industrie, avec les partenaires académiques de recherche fondamentale. Et là, c'est très attaqué. Aujourd'hui, donc, on est passé de 2700 à 1900, les budgets ont diminué dans le même sens. En plus, on réoriente la recherche vers des objectifs de rentabilité immédiate pour l'entreprise et non plus vers des objectifs de service public. Ça, c'est pas une critique en l'air qu'on envoie, ça nous est dit clairement par notre direction. On nous dit sans arrêt, on n'est pas là pour faire de la recherche publique, on est là pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et alors quand on leur demande mais qui fait la recherche publique qu'on faisait avant, la réponse est on ne sait pas, elle est reprise par personne. Donc ça, c'est un vrai problème. Et pour donner des thèmes du coup, qui ont disparu ou qui ont été affaiblis dans le domaine qui nous intéresse. Par exemple, on travaillait sur la robotique, ça a été abandonné parce qu'il faut faire des choix budgétaires. Alors la robotique, c'est quand même difficile de penser que ça n'a pas un avenir, et même ça a un intérêt directement pour l'énergie. Par exemple, pour faire la maintenance dans les centrales nucléaires en zone irradiée ou sur les barrages hydrauliques. On a abandonné tout ce qui est recherche sur l'efficacité énergétique et la sobriété. Et là, c'est quand même un pan énorme aussi de la transition énergétique qui est laissé de côté. On avait des recherches, des compétences pointues sur des questions, sur les procédés industriels. On avait des spécialistes sur les procédés industriels qui étaient capables de faire évoluer avec les industriels les procédés pour aller vers moins de consommation d'électricité, une plus grande efficacité. Dans le domaine du bâtiment, on avait aussi des équipes entières qui étaient expertes dans les matériaux, ce qu'on appelle l'enveloppe des bâtis, comprendre comment ils réagissaient d'un point de vue thermique. Et donc ça pouvait accompagner de manière très utile les travaux sur l'isolation. Tout ça, c'est en train d'être abandonné complètement. Et puis on peut citer aussi l'exemple des sciences sociales qui sont en difficulté, qui manquent de moyens, parce qu'elles ne sont pas suffisamment, soi-disant, rentables à court terme, alors qu'on sait qu'il y a des enjeux là aussi énormes avec la transition énergétique. Il faut essayer de comprendre quels sont les freins à l'acceptabilité, par exemple, des éoliennes dans le paysage. Il faut essayer de comprendre quels sont les nouveaux usages, comment ils sont utilisés, donc comment va évoluer la consommation. Il faudrait aussi essayer d'animer le débat pour que les gens s'approprient la question de la sobriété, comment on fait pour adopter un comportement moins consommateur d'énergie, à quoi on est prêt à renoncer. Et là, les sciences sociales auraient un éclairage intéressant à amener pour essayer de formuler les questions, pour essayer d'accompagner le débat. Et tout ça n'est pas fait, faute de moyens, et en grande partie à cause du marché. Donc on voit
On nous dit que ça favorise l'innovation, rien ne le prouve, au contraire. C'est pas on n'a pas vu surgir des nouveaux services. Alors on nous parle parfois du service on donne la possibilité aux gens de suivre leur consommation, mais enfin ça, EDF le fait depuis longtemps et bien avant l'ouverture des marchés. Par contre, il y a des choses tangibles. La recherche amont a beaucoup moins de moyens, la recherche publique, et puis la recherche et développement qui était faite par EDF est en train d'être grandement abîmée. Et on n'est pas au bout de nos peines. On est encore en 1900. Si on regarde les exemples à l'étranger, d'ailleurs on nous le répète tout le temps, on nous dit vous avez de la chance, ailleurs ça a complètement disparu. Effectivement. En Angleterre, qui est un peu le bon élève en matière de libéralisation, eh bien, le secteur électrique a tué sa recherche. Dans le secteur du gaz, ils ne font plus de recherche sur les questions de sûreté en matière de gaz parce que ça pourrait profiter à la concurrence. Donc ça, il y a l'aspect moyen et puis il y a l'aspect organisation aussi. C'est-à-dire que quand on est une seule entreprise et qu'on n'a pas à justifier d'une rentabilité financière, on peut ouvrir un peu, d'abord on peut donner une plus grande liberté d'expression aux chercheurs, on peut leur permettre de communiquer largement avec l'extérieur, d'échanger les données, et ça c'est fondamental pour la recherche. Or là, ce qu'on voit avec la mise en concurrence, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs, de petits acteurs, et qui donc gardent très jalousement leurs données et leurs recherches quand ils en font, et ça atteint aussi EDF. Maintenant ça devient vraiment compliqué de publier quoi que ce soit parce que ça mettrait en péril notre position en matière de concurrence. Et si on regarde par exemple le secteur de l'éolien, où il y a une myriade d'entreprises qui travaillent, pour organiser la recherche sur des questions génériques, par exemple sur comment améliorer la maintenance des parcs éoliens, c'est extrêmement compliqué. Il faut arriver à monter des projets autour d'un organisme public qui agrégerait tous ces acteurs différents, chacun finançant pour partie et alors à quelle hauteur, et puis vérifier que chacun en retire bien ce qui compte, et vérifier que chacun est bien prêt à partager son information. J'ai un collègue qui travaille dans le secteur et qui dit qu'il va finir par renoncer à travailler là-dedans, parce qu'il dit finalement les informations sont plus confidentielles que dans le domaine du nucléaire, et ça pour de mauvaises raisons. Quand on parle d'innovation, c'est une innovation toujours avec un souci de rentabilité. La R&D, la recherche-développement, ça peut être au service du public, mais ça peut être aussi c'est en train de devenir une recherche de rentabilité. On a aussi besoin d'une recherche indépendante de tout profit, de tout intérêt privé. C'est essentiel, c'est ce qui a permis, par exemple, d'alerter sur les risques d'OGM, d'alerter sur les risques climatiques, sur les risques des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, si on s'en remet aux GAFA, par exemple, pour faire de la recherche sur les risques en matière d'intelligence artificielle, eh bien, on voit que ça va être compliqué. Maintenant, on ne sait plus non plus qui va faire les alertes sur les nouvelles versions des OGM les plus récents, parce que la recherche publique disparaît. Quand elle ne disparaît pas, elle se met au service du privé, et avec du lobbying important. On a aussi vu tout un tas de scandales autour du médicament, avec de la recherche qui n'était pas indépendante et qui donc a couvert, parce qu'elle était financée par le privé, a couvert des risques sanitaires très importants avec des désastres à la clé. Donc il faut absolument conserver une recherche publique, y compris une recherche et développement public, et ça c'est très compliqué en univers concurrentiel. Et est-ce que le projet Hercule va changer la donne ? Le projet Hercule va empirer les choses, puisque c'est un nouveau découpage avec encore plus d'acteurs. Déjà, on a vécu le découpage entre EDF et le réseau, RTE, et puis Enedis. On est devenu un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on a demandé aux personnes qui travaillaient sur des problématiques qui étaient à la fois pour la production et pour le réseau de se séparer en deux, et quand elles parlaient à EDF, ensuite de tout oublier quand elle parlait à RTE. On a mis en place des tourniquets pour isoler les zones de ceux qui travaillaient pour EDF producteur et ceux qui travaillaient pour EDF réseau. Et puis finalement, on a enlevé la recherche qui concernait les réseaux, on l'a envoyé à RTE, et donc on fait les choses en double. C'est la même chose maintenant pour la distribution avec Enedis, et donc avec Hercule, quand on va séparer la partie commerciale de la partie production, on va à nouveau recréer des cloisons entre toutes les activités, alors que la plupart des recherches sont transverses. Quel bilan vous feriez de la recherche
et de l'innovation dans le domaine de l'électricité? On en tire un bilan négatif, c'est-à-dire qu'il y a une innovation autour des offres commerciales finalement qui ne sont pas du tout attendues par les clients, et ça c'est montré par les paroles des clients eux-mêmes et même des fournisseurs. Par contre, tout ce qui est recherche amont et recherche et développement qui là est essentiel pour atteindre les ruptures technologiques mais aussi comportementales qui sont nécessaires à la transition écologique, celle-là, elle est en train de s'appauvrir et de s'affaiblir. Alors, encore une fois, on est quand même dans une transition énergétique. Qui dit transition dit besoin de changer et donc besoin de recherche importante. Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez un retour à un monopole public? En tout cas, on propose une sortie du marché et un arrêt de la mise en concurrence. Je pense que là, on a un bilan suffisamment maintenant consistant pour dire que le marché ne permet pas de diminuer les prix et puis ne permet pas d'effectuer la transition énergétique qui est nécessaire. Il faut préciser qu'aujourd'hui, EDF n'est plus une entreprise de service public, même s'il y a encore beaucoup d'agents qui sont imprégnés de la culture de service public, mais c'est une entreprise en concurrence, c'est une société anonyme dont l'objectif est de faire des profits. Donc elle est loin d'être exempte de critiques. Mais même EDF du temps du monopole public, nous on pense que c'était nettement mieux, mais c'était pas non plus exemple de toute critique et il faut en tirer un bilan complet. Et notamment, ce qui était essentiellement reproché, c'est que EDF était un État dans l'État et un peu hors de contrôle de la puissance publique qui se déchargeait en fait sur EDF pour définir la politique énergétique. Et ça, je pense que c'est une critique qui est réelle et qu'il faut entendre. Et là-dessus, à notre avis, le marché n'est pas la réponse. Ce qu'il faut, c'est un secteur 100% public, mais avec un acteur public, avec des formes de décentralisation, bien sûr, mais des contre-pouvoirs qui permettent un vrai contrôle citoyen sur les orientations de la politique publique en matière énergétique, avec donc l'organisation de débats réguliers, éventuellement des votes sur les grandes questions, en tout cas au moins un passage au Parlement régulièrement sur les grandes options, ce qui n'est même pas fait aujourd'hui, puis des organismes indépendants qui soient prêts à donner une expertise différente d'EDF, et puis également évidemment l'écoute de toutes les associations, le tissu associatif qui est expert dans certains secteurs. Et en tout cas, il nous semble que l'électricité est un bien fondamental, et que donc ça ne peut pas être confié à des intérêts privés, la politique énergétique ne peut pas être menée par du lobbying des uns et des autres pour des intérêts personnels, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc la seule solution pour passer outre ça, c'est de revenir à un système 100% public qui permette aussi une programmation dans la durée des scénarios énergétiques pour aller vers beaucoup plus de sobriété et d'efficacité et vers des énergies plus propres, qui permettent aussi de placer des critères autres que le critère économique comme objectif principal dans les choix énergétiques. Donc autant d'arguments pour dire qu'il faut sortir du marché, qu'il faut revenir à un secteur 100% public avec un réel contrôle citoyen. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, merci donc c'était le dernier clip de cette série. On verra s'il y en aura d'autres. D'accord. Et à bientôt. Merci.